Bonjour à tous et merci Timothée d'être avec nous pour ce Lunch and Learn numéro je ne sais plus combien puisque j'ai pas la Numéro 30 a slide. priori. 30. Ouais, dis donc, on peut se féliciter déjà de ce 30e Lunch and Learn. Donc, pour rappel, le Lunch and Learn, c'est ce format de webinaire dans lequel on accueille un témoin et un acteur de l'économie circulaire qui va nous parler de son projet, son entreprise, son initiative. Et donc, aujourd'hui, on accueille Timothée Kwan qui donc va nous lever le voile un petit peu sur l'entreprise Seconde Lit et tout ce que vous faites. Le nom Lunch and Learn, c'est typiquement parce que vous avez le droit d'avoir un café à la main, ou bien un sandwich, ou bien ce que vous voulez, puisqu'il est 13 heures, donc c'est normal que vous ayez faim. Voilà, donc Céline, ne cache pas ta tasse de café, il n'y a pas de souci. Eh bien, je vous propose qu'on démarre. Donc, Timothée, on a l'habitude de commencer par une petite question. Évidemment, aujourd'hui, tout le monde, à mon avis, ne connaît pas Second Lit, donc tu vas nous en parler, mais avant tout, qui es-tu et surtout pourquoi t'en es là aujourd'hui? Pourquoi t'en viens à parler dans le Lunch and Learn de la fresque de l'économie circulaire? Merci. Euh, Timothée Cohn, moi j'ai 45 ans, j'ai quatre enfants, je vis dans la Drôme et j'ai créé il y a 15 ans maintenant, presque 15 ans, la société Seconde-Lit. Société Seconde-Lit, on s'inscrit sur l'ensemble de l'économie circulaire du matelas, démantèlement, transformation des matières jusqu'à fabriquer des nouveaux matelas. Et c'est vrai que pendant tout un temps, on me questionnait sur pourquoi tu en es là, enfin, si c'était à refaire, est-ce que tu le ferais? Je disais que pour rien au monde, je ferais autre chose, mais pour rien au monde, je repasserai par toutes les étapes par lesquelles je suis passé, parce que ça n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. Mais voilà, en quelques mots, moi, je venais du monde du conseil à Paris. Faire des PowerPoint et des Excel pour des boîtes du CAC 40. Et je savais que c'était ni mon monde, ni ce que j'avais envie de faire plus tard. Et pendant toutes mes années de conseil, j'ai toujours fait des petits business plans. Et j'ai eu envie de révolutionner les jardins ouvriers. J'ai eu envie pour, plein de projets plus ou moins rentables ou idéalistes. Et en même temps, ça me permettait de faire un petit peu le cahier des charges de ce qui me plaisait, ce qui me tenait à cœur. Et ce qui était important pour moi, c'est que mon projet ait du sens au niveau environnemental, déjà, au niveau social également. À force d'être derrière un ordi, j'avais surtout envie d'être derrière des grosses machines, un gros process industriel, ça me fascinait un petit peu quand même. On voit bien que je suis pas du tout du monde de la technique, mais c'était juste la fascination de la grosse machine. Et aussi, j'avais envie d'innovation, j'avais envie d'être sur. J'ai plutôt un profil de défricheur, on va dire, que un profil de- de- d'optimiser. Enfin, je vais moins optimiser, je vais plutôt défricher là où je suis à l'aise. Et c'est comme ça que je suis arrivé, à force de d'écrire mon cahier des charges en 2012, en fait, et passer la REP ameublement. Alors, ceux qui ne savent pas, donc c'est la décision du gouvernement français en 2012 de rendre obligatoire le recyclage des produits d'ameublement. Euh, donc, REP, ça veut dire responsabilité élargie des producteurs de l'ameublement. Donc, concrètement, vous payez une éco-participation quand vous achetez un meuble, une table, une chaise, un canapé ou un matelas. Et autant il existait des solutions de recyclage pour le bois, le plastique, la ferraille, etc., mais il n'existait rien sur des produits un peu complexes comme le matelas. Et du coup, et la France a été le premier pays à légiférer. Donc, on a été les premiers à commencer à démanteler des matelas. Et en fait, en démantelant des matelas, on fait de la préparation au recyclage. On n'est pas encore dans l'étape de recyclage, on fait de la préparation au recyclage. Je vais juste vous présenter, j'ai une petite présentation comme ça, je vous présente un peu Second Lit, mais euh, ça sera plus clair pour tout le monde. Hop.
Est-ce que vous voyez mon écran? Ouais, on voit bien ton écran. Du coup, Second Lit, aujourd'hui, on s'inscrit sur. Enfin, déjà, on a trois sites. Un site dans le Nord, un site à Fladiac, hein, et un site à Angers. On est 80 collaborateurs et on a déjà recyclé plus de 5 millions de matelas. Aujourd'hui, on considère qu'on fait un matelas sur trois qui arrive en fin de vie en France, arrive sur un de nos deux sites, qui est Sante et Fladiac. Donc concrètement, sur nos sites de Sante et de Flaviac, on va démanteler, on va avoir ce premier métier du démantèlement, et là, on va travailler avec des éco-organismes. Les éco-organismes, c'est ceux qui vont capter l'éco-participation. Donc on a des contrats sur 6 ans et qui nous permettent d'avoir de la visibilité, où on a des camions complets qui arrivent chez nous et on va démanteler les matelas. Donc ça, c'est notre premier métier, le démantèlement. Ensuite, on va prendre les matières, des matières qui valent rien, hein. Concrètement, la mousse polyuréthane en fin de vie, le textile, c'est encore plus vrai, ou le latex. euh, Vous avez un bout de mousse en fin de vie, vous n'en faites rien. Par contre, aujourd'hui, on gère environ 13 000 tonnes de matière. Donc là, on commence à construire une vraie filière industrielle. Et donc, nous, on va transformer nous-mêmes les mousses polyuréthane, en tout cas une petite partie du volume qu'on va démanteler. Et une petite partie des mousses qu'on va transformer, on va aller jusqu'à fabriquer des matelas. Et c'est en ça où, justement, on s'inscrit justement sur l'ensemble du cycle de vie et donc dans cette économie circulaire parce que euh, on se, en tout cas, on a vraiment la volonté que de travailler uniquement les matières que nous démantelons nous-mêmes. Donc, si vous voyez, donc on a le site du Nord et de Flavia qu'on démantèle, le site Je suis pas de... sûre qu'on voit tes slides défiler. On est toujours sur la slide 1. Je sais pas Ah, si... non, c'est pas normal. Euh, Est-ce que c'est mieux comme ça? Oui, c'est mieux comme ça. Ah bah oui, Tout à du coup, fait. Ouais. voilà, bref, on a trois sites. Dans le Nord, Flaviac et Angers, 80 collaborateurs. Le métier du démantèlement, et voilà les trois métiers qu'on fait chez Second Lit. Si on commence juste le démantèlement, l'objectif, c'est démanteler un maximum de matelas le plus vite possible et apporter le juste niveau de tri. Le juste niveau de tri, c'est il ne faut pas faire trop d'opérations si on ne le valorise pas. Il faut apporter le niveau d'opération de tri pour la demande client, quoi. Et bien souvent, c'est juste une mise en balle pour une application, pour trouver des applications. Mais on va de plus en plus finement dans ces opérations. Ensuite, on va faire la transformation. La transformation, là, on est vraiment dans l'univers du recyclage et ça, c'est un univers industriel parce que c'est un univers où on est obligé de gérer des très gros volumes. À partir du moment où on lance notre machine, il faut qu'on on produise un camion complet dans la matinée. Donc, on a un impératif quand on s'inscrit justement dans cette démarche, c'est de trouver déjà des clients qui sont en capacité de gérer des très gros volumes. Et typiquement, c'est comme ça qu'on est arrivé sur l'isolation acoustique dans l'automobile. Donc, aujourd'hui, quand vous achetez une Mégane ou un Scénic chez Renault, vous achetez un bout de matelas parce que c'est passé par nos ateliers. Quand vous allez chez Leroy Merlin, vous achetez un panneau d'isolant acoustique pour des contre-cloisons, et ben vous achetez aussi un bout de matelas parce que un Leroy Merlin est capable de nous prendre 3, 4 camions dans la semaine pour nourrir ses 150 magasins. Et on va chercher justement ces clients à gros volume pour en fait amortir les infrastructures qui sont quand même très, très importantes. Euh, là, typiquement, c'est les produits qu'on va fournir. Ce qui est intéressant typiquement avec l'acoustique, c'est qu'on part d'un produit qui était un déchet et aujourd'hui, quand on le présente en format panneau acoustique, on est sur l'isolant acoustique le plus performant du marché. Donc, un produit issu du recyclage ne veut pas dire un produit de basse qualité, en fait. On peut réussir à donner de la valeur et c'est tout ce qu'on cherche à faire vraiment la baseline. Enfin, nous, notre mantra, c'est faire en sorte que donner de la valeur à un produit qui n'en a plus et qui n'en a pas. Et quand on arrive sur un produit acoustique qui fait la meilleure performance acoustique du marché, on se dit, bon, on a déjà
abouti à un certain nombre on a déjà franchi un certain nombre d'étapes. Et dernier métier, c'est le métier de la fabrication de matelas. En fait, on a créé dans le Nord. Donc, le site du Nord, c'est notre site d'origine. Et on a repris un ancien site de fabrication de matelas, Simons, en 2016, en Ardèche. Et du coup, on a hérité de savoir-faire de fabrication de matelas. Et ce savoir-faire traditionnel de fabrication de matelas, on l'a adapté pour être fidèle à notre identité. C'était comment on utilise, en fait, on fait que nos déchets deviennent nos ressources et que qu'on arrive à créer de la circularité, en tout cas dans le modèle. Je ne vous cache pas que ça n'a pas été simple, mais voilà, après 5 ans de R&D, on a pu lancer au niveau national il y a 2 ans et demi des ventes au national. Et là, ça fait quasiment 2 ans qu'on a une gamme qui fonctionne très bien et on cherche à déployer. Voilà, donc on fait du petit matelas de 13 cm jusqu'à des matelas haut de gamme de 24, 26 cm, toutes les technologies. Voilà un peu pour où j'en suis, le parcours. Eh ben, très riche du coup d'une envie d'entrepreneuriat et de business plan couché sur le papier. Tu as quand même monté une filière industrielle française. Donc on peut dire que en moins de 10 ans, hein, le pari, enfin en 10 ans, le pari est relevé haut la main. Donc déjà, bravo pour cette aventure industrielle. On a déjà quelques questions un peu concrètes dans le chat et notamment une qui va nous permettre de revenir un peu sur quelle est la chaîne et les acteurs en présence qui te permettent de faire tout ça. Donc notamment, il y a une question de Jérémy sur la manière dont comment tu t'approvisionnes en fait en matelas. Qui te les fournit? Est-ce que c'est des particuliers? Est-ce que c'est des éco-organismes? Qui sont tes clients et du coup, après, peut-être sur les trois produits que vous avez développés, donc la vente de matières premières, disons en balles, les panneaux acoustiques qui sont déjà un premier produit fini, et puis un matelas qui va directement chez le client. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes débouchés aussi? Et donc, Et la chaîne de valeur. exactement. Ok. Alors, juste pour l'amont, l'approvisionnement, aujourd'hui, effectivement, on travaille avec des éco-organismes. Donc, l'éco-participation que vous payez à l'achat de votre meuble, elle va être collectée par un éco-organisme. Un éco-organisme, c'est un regroupement de fabricants-distributeurs qui est agréé par le ministère. Et donc, il a mandat à capter le flux, mais en contrepartie, il doit gérer les produits en fin de vie. En fait, ça décharge le metteur sur le marché de sa responsabilité de recycler ses produits. Et donc, nous, on a des contrats de 6 ans, hein, notamment avec Ecomaison, hein, qui est l'éco-organisme principal pour le matelas. Et du coup, tous les jours, très concrètement, ça nous fait entre 15 et 20 camions qui arrivent sur nos 200 de démantèlement. 15 à 20 camions, ça représente entre 3 et 4 000 matelas. Autant dire que si j'ai plus qu'une journée de stock dans mes ateliers, je craque. Je n'ai pas la place. Ce qui veut dire que les process industriels qu'on met en place, on a une exigence de flux continu. Quand le Covid est arrivé, ben nous, on a dû arrêter dans les 24 heures parce qu'on n'avait plus de stock. Et donc ça c'est le premier volet. Après, le deuxième volet, c'est une fois qu'on a démantelé, derrière, on va avoir des balles. En fait, notre premier métier sur le démantèlement, c'est fabriquer, enfin, séparer les matières et les revendre. Donc, on va les compresser en forme de balles pour optimiser le transport. Et ça, concrètement, dans la chaîne de valeur, on est en prix soit négatif, hein, parce que de temps en temps, on paye pour se débarrasser, pour- pour- parce que c'est ça la réalité du déchet aujourd'hui. Mais justement, en créant des filières et en apportant une stabilité dans les flux, etc., on arrive en général à être entre 0 et 10 centimes du kilo sur ces matières. En moyenne, c'est un peu les ordres d'idées. Et du coup, c'est pour ça aussi que nous, on s'est dit, si on veut que notre modèle, demain, il y ait une vraie pérennité hein, dans ces éco-organismes, il faut qu'à un moment que cette éco-participation qui coûte cher en tant que consommateur, quand on achète son matelas, ça peut représenter 13, 14 euros.
c'est cher. Nous, on a une exigence demain de faire en sorte que cette éco-participation puisse baisser. Il faudrait qu'on soit, entre guillemets, compétitif par rapport à de l'enfouissement. Mais pour ça, il faut donner de la valeur à la matière. Du coup, justement, ça, on va aller des marchés où on va produire ces plaques pour l'isolant acoustique pour l'automobile ou le bâtiment. Là, en fait, mon prix au kilo, je vais être à entre 1 et 2 € le kilo. Donc, j'ai déjà fait un facteur x10 entre 10 et 20 entre ma partie démantèlement et ma partie transformation. Mm. Et quand je vais le fabriquer, là, je vais apporter tout mon savoir-faire en fabrication de matelas, en constitution enfin, en assemblage de matières recyclées, upcyclées, etc. On va arriver au kilo, si je raisonne toujours au kilo, parce que dans l'univers du déchet, on raisonne toujours au kilo, mais pour garder la même échelle, là, au kilo, je serai environ à 10 €. Donc, à chaque fois, j'ai un facteur entre 10 et 20 pour chaque Mm. étape de transformation. Ça répond à la question? Ça répond tout à fait à la question. Et justement, ces matelas, à qui tu les vends? Comment tu les vends? Parce que là, on a parlé un peu du process industriel qui est vraiment un process de un, recyclage et deux, remanufacturing, hein. Donc, on est sur ces deux activités. Mais en discutant et en préparant ce Lunch and Learn, tu m'as dit, nous, on met pas forcément en avant le fait que ce soit des matelas reconditionnés. Pourquoi? Est-ce que ce vocabulaire, pour toi, il charrie un imaginaire qui est pas forcément Alors, sexy? Ou en tout cas, comment vous avez travaillé votre posture marketing pour travailler sur justement ce matelas un peu différent? ouais. Alors, la société qu'on avait repris en 2016 appartenait au numéro un de la literie, qui avait déjà lancé des process industriels de transformation des mousses. Sauf que le marketing à l'époque avait pris le pas sur l'industriel et ils avaient balancé sur le marché des milliers de matelas avec des matières issues du recyclage. Et toute la concurrence avait forcément regardé, le numéro un qui fabrique des produits éco-conçus, c'est super. Et du coup, ils se sont pris les pieds dans le tapis et ça fait bien marrer tout le monde. Donc nous, quand on a repris la boîte, et ben, on a fait la stratégie inverse. Pendant 5 ans, on n'a quasiment pas vendu de matelas, ou juste localement, on a travaillé sur est-ce que c'est possible de faire du matelas avec des matières recyclées. Oui, c'est possible, mais que certaines parties du matelas. Alors, qu'est-ce qu'on va aller chercher sur l'autre partie? Globalement, les mousses que vous voyez derrière moi, c'est des pains de mousse recyclés. Et ça, c'est une très bonne mousse de soutien, mais c'est une mousse qui est relativement ferme. Après, on va aller retravailler des mousses, des mousses qu'on va pas recycler, mais je veux dire, on va remanufacturer. En fait, un pain de mousse qui arrive chez nous, on va le recouper, on va le décontaminer, on va le requalifier pour savoir la densité et la dureté. Et ça, c'est une mousse classique d'une certaine manière. Et ça, on va s'en servir en couche d'accueil. Et l'assemblage des différentes couches qu'on va faire va nous faire le matelas. Mais ça n'existait pas en fait ce genre de choses. Donc on l'a fait avec du bon sens, en se plantant, en faisant des allers-retours, en avançant. Et ça nous a pris concrètement 5 ans pour faire ça. On s'est fait accompagner par des cabinets type FCBA, c'est l'organisme de certification des mousses, pour s'assurer que d'un point de vue technique, perte de hauteur, souplesse, durabilité. D'un point de vue substance, est-ce que les produits qu'on met sur le marché sont conformes à des référentiels REACH ou des référentiels Ecotex, des référentiels Certipur, etc. Et également, notre promesse qui est on fait du matelas théorie vert. Est-ce qu'on se fait vraiment du bien? Donc, on a fait une analyse du cycle de vie de nos mousses. Et effectivement, en fait, on se rend compte que sur les 16 critères de l'ACV, analyse du cycle de vie, ACV, il y a 16 critères. Et sur ces 16 critères, comparé à une mousse neuve, on va diviser par 4 et 10 fois l'impact environnemental. Ouais. Euh, et, et du coup, dès le démarrage, on a su que l'angle euh, green, d'une certaine manière, la profession n'en voulait pas, parce que Hmm. nos prédécesseurs s'étaient pris les pieds dans le tapis. Et du coup, on n'a pas du tout axé notre communication en disant on fait un matelas vert. On, on- on est parti sur on fait un bon matelas en fait.
on fait un bon matelas. Donc, on a cherché différents thèmes. Au début, on était un matelas recyclé, mais je pense que autour de la visio, il n'y a pas grand monde qui aurait envie de s'allonger sur un matelas recyclé. Par contre, on fait un matelas performant qui est confortable et qui est durable dans le temps et qui, by the way, est beaucoup plus vertueux. C'est quand même, ça se vend mieux. Donc, et c'est vrai qu'en préparant ça, Elsa, moi, je t'avais expliqué aussi la période post-Covid où tout le monde voulait faire du local, tout le monde voulait faire de l'environnement. Et c'est super, il y a eu une vague au niveau national extrêmement plein de fraîcheur, etc. Nous, on est resté sur notre couloir de nage en disant on veut faire un matelas qui soit performant, qui soit durable, et on ne communique sur l'environnement que si jamais on nous pose des questions plus de questions. Mais on a toutes les preuves qui sont prêtes. Parce qu'on Hmm. pense que un matelas, on touche à l'intime. On, voilà, des gens, moi je connais plein de gens qui sont convaincus par la RSE, qui bossent là-dedans et qui et tout. Mais le seuil psychologique de venir acheter un matelas chez moi, c'est trop difficile. Et par contre, des gens qui s'en foutent complètement, clairement, de l'environnement et qui viennent parce que, en fait, je fais un matelas qui est confortable, qui est durable, etc. Et donc, en fait, l'objectif, nous, c'est adresser non pas une petite partie de la population qui est sensible à l'environnement, c'est de faire un produit accessible au plus grand nombre et au final, consommer nos propres matières parce qu'on a 13 000 tonnes, je vous rappelle. Oui, c'est ça. Vous êtes aussi fournisseur de votre matière et vous apportez vraiment de la valeur ajoutée à ces matériaux que vous récupérez en fin de vie. Tu dis, un de nos objectifs, c'est d'être accessible au plus grand nombre. Justement, je vais te poser la question du prix. Est-ce que vous arrivez à être moins cher? Ça veut dire quoi, moins cher sur un matelas? Je sais qu'il y a un éventail de qualité très, très large. Mais justement, ce matelas qui est fait en France, est-ce qu'il tient aussi la promesse du prix à qualité équivalente? Ok. Alors, un matelas, vous trouvez des matelas à 60-70 € jusqu'à 6 000 balles. En fait, il y a tout et n'importe quoi. Euh, et quand on les démantèle, en fait, en termes de différence, c'est pas si flagrant. Donc, de quel matelas on parle? Nous, on parle enfin, déjà, on a une gamme. On va avoir le petit matelas d'appoint que vous allez mettre dans un coin et quand il y a un ami de passage, il peut le prendre et voilà. Mais on va avoir le matelas de tous les jours et enfin, votre matelas de tous les jours, les matelas qui sont en 25 centimètres en ressort en sachet ou en mousse. Euh, c'est c'est- c'est- c'est des matelas qui, en fait, en termes de positionnement rapport qualité-prix, donc là, je vais parler en rapport qualité-prix, c'est là où je considère que, pour moi, on est à 30% en rapport qualité-prix équivalent, on est à 30% moins cher. Et c'est globalement, dès qu'on parle de produits recyclés, Hmm. on va vous demander toutes les garanties de la terre, on va vous demander de raconter la belle histoire, etc. Mais de toutes les façons, à la fin, il y aura les achats qui vont passer et il faudra être 30% moins cher. Donc nous, on ne s'est pas battu contre ce postulat et contre les acheteurs. On parle là-dessus. Il faut qu'on soit un rapport qualité-prix, que nos produits soient performants dans leur secteur d'activité, mais qui soient aussi qui soient accessibles. Et le fait d'intégrer justement l'ensemble des étapes fait que le modèle, en fait, dès qu'on déplace de la mousse, dès qu'on déplace des plaques, ben là, on a des coûts. Et le fait de tout intégrer, typiquement notre site de Flamiac, aujourd'hui, il intègre les étapes de démantèlement, de transformation et de fabrication de matelas. On écrase les coûts et on arrive à produire un matelas qui est extrêmement compétitif en termes de rapport qualité-prix, encore une fois. Là, on Hmm. est dans la dernière phase, justement. Alors, notre activité de fabrication de matelas, c'est un peu notre start-up, hein, d'une certaine manière, dans la mesure où le métier du démantèlement, on le fait depuis Hmm. 15 ans, on a des volumes, c'est mature, on a des équipes qui font ça en 2-8, etc. Le métier de la transformation, on a été sur des secteurs très gros et avec des clients extrêmement exigeants comme l'automobile ou la SGSB. Donc, on est sur des secteurs assez matures aussi. La partie matelas, on a vraiment retardé au maximum pour être sûr d'être prêt d'un point de vue confort. Et là, bah, ça fait 1 an et demi que notre gamme tourne très bien et on est en train de justement faire ce passage à l'échelle. Donc, on livre partout en France, mais l'objectif est de passer avec
et on a quelques bonnes pistes qui avancent pour passer dans des réseaux de distribution un peu national pour être présent dans un maximum de magasins. Ben, ça répond justement à la question de Daphné qui demandait si vous étiez vendeur. Donc la réponse est oui, vous êtes déjà vendeur et distributeur de vos propres produits. Mais l'idée, c'est de passer par des circuits de distribution dans les années à venir. Exactement. Je, ouais, je me fais le relais d'une question de Stéphane sur plutôt l'amont de la filière et Hmm. notamment sur les exigences du gisement que vous récoltez. Est-ce que vous avez un cahier des charges pour les éco-organismes qui vous apporteraient du matelas à valoriser, à démanteler? Est-ce qu'il y a des matelas que vous ne prenez pas? Est-ce que voilà, vous avez une phase de surtri sur le gisement que vous récoltez? Comment ça se passe? En fait, en théorie, il y a un cahier des charges qui est très clair avec les co-organismes. Donc, il ne faut pas que les matelas soient mouillés, etc. En effet, là, par exemple, je sais qu'en début janvier, on a fait plusieurs déclassements. Les co-organismes reviennent vers nous en disant, oh, vous faites beaucoup de déclassements, ça nous coûte cher. Donc, concrètement, de base, on prend tous les matelas. Et quel que soit le niveau de saleté, de la matière, en fait, il faut que sur ce genre de filière, il faut que ça soit fluide. Dès que on commence à faire des étapes de tri euh, trop fortes, on grippe la filière et ça va pas. Nous, on a internalisé le fait que le tri, en fait, on allait le faire nous-mêmes. Donc, on accepte tout. Et derrière, on va aller sélectionner ce qui va bien. Mais et là-dessus, c'est pour ça que, en fait, c'est vraiment un fonctionnement pyramidal. On aura toujours un volume extrêmement important en démantèlement, un peu moins important en transformation, et d'une certaine manière, tout en haut de la pyramide, on aura les matières qui partiront pour le matelas. Hmm. Et les matières qui sont souillées, qui sont mouillées, etc. Là, de toute façon, ça partira en valorisation combustible. Ok. Donc vous avez une petite partie qui finit en valorisation combustible à la fin sur ce gisement justement qui n'est pas On n'a récupérable, quoi. on n'a pas qu'une petite partie. En fait, aujourd'hui, c'est encore tous les textiles. Les textiles sont, ça, je pense, que j'apprends ça, personne, hein, les textiles au niveau européen euh, sont un gros problème. Et du coup, pour nous également, euh, tout l'enjeu justement de travailler sur différentes applications, différentes filières, c'est que nous, les textiles, en général, les boutiques des matelas, c'est blanc. On arrive avec nos équipements à retravailler le textile. Donc, on a beaucoup de projets de R&D en ce moment pour réussir à remettre du textile en acoustique, en thermique, dans l'ameublement, etc. Mais ça fait, pour le coup, ça fait 7-8 ans qu'on y réfléchit, comment on trie, etc. On n'a pas encore la solution. J'ai clairement bon espoir aujourd'hui qu'on y arrive. Pourquoi aujourd'hui j'ai bon espoir? C'est que déjà, nous, on est plus mature, on sait gérer et on a de nouvelles applications à fort volume. Typiquement, le bâtiment, le site d'Angers, ça fait il y a moins d'un an, donc avant, on n'était pas dans le bâtiment. Maintenant, on est dans le bâtiment et on sait qu'on va pouvoir aller mettre du textile. Jusqu'à présent, ce textile, nous, on partait, ça servait de combustible pour les cimenteries. Donc, c'était quand même 35% de notre flux qui partait en combustible. Et sauf que ça n'est durablement pas acceptable. Et donc, on se met comme objectif de le faire, de réussir à baisser cette partie incinération. Mais encore une fois, c'est des temps d'industriel. Le moindre test. Là, on a fait des essais bah, pas plus tard que lundi sur des panneaux. On va les faire tester. Le moindre test, c'est 5 000 € pour tester sur une cloison acoustique pour voir si ça fonctionne. En fait, voilà, c'est beaucoup d'argent, beaucoup de temps, de certification et tout. Et nous, on ne mettra pas sur le marché un produit qui est pas bon, quoi. Donc, Hmm. on prend le temps nécessaire et là-dessus, il faut avouer que la filière commence à s'organiser. Les éco-organismes aussi sont à nos côtés hein, pour soutenir enfin, c'est aussi dans leur mission de soutenir cette R&D. Hmm. Bien sûr.
Justement, bon, on va rester dans cette thématique de l'exigence qualité matériaux parce qu'il y a des questions là-dessus. Notamment, il y a Anne-France qui demande comment vous gérez la disparité des matières entre fabricants. Et est-ce qu'à la fin, du coup, votre mousse, vous pouvez garantir une homogénéité par lot quelque part en fonction des gisements que vous avez reçus? Je prends cette question pour l'instant. Et puis, il y a une autre question de Sophie sur le process aussi, qui demande que- quel- pa- enfin, précisément quelles sont les parties du matelas qui sont remanufacturées. Ok. Je vais vous présenter une petite vidéo Ah, du process de recyclage, enfin, donc de transformation. Ça ouais. parlera, je pense que ça parlera plus et en même temps, je vais vous expliquer. Est-ce que vous voyez mon écran? Hop, non, pas Non, encore, pas pas encore. encore. Hop, si faut que j'appuie sur partage, c'est mieux. Est-ce que vous voyez mon écran? Ouais, c'est tout bon. Du coup, voilà, la palette que vous voyez, c'est une palette qui sort du démantèlement dans le bâtiment en face. Donc là, on est à Flaviac. On a démantelé un matelas. On a reçu un matelas le matin même, hein. On a enlevé l'enveloppe textile et là, on a ce pain de mousse qui est à l'intérieur. On a recoupé et cette mousse, elle a déjà été présélectionnée par les équipes du démantèlement. On sait que voilà, ça c'est des mousses qui sont sèches, qui n'ont pas été souillées, qui sont selon une certaine exigence et en fonction des applications. Si on travaille là, typiquement, c'est pour une application acoustique parce que je sais que cette palette, c'est de la mousse plutôt faible densité. Mais si on va faire la production pour l'ameublement, on va aller chercher des palettes avec un peu plus forte densité. Donc là, Là, en fait, la première étape, bon, elle reste encore manuelle, on est en train de l'automatiser. En fait, on va positionner les plaques et on va broyer les mousses. Donc, la mousse, elle va partir en flocons. Ensuite, ce flocon, il va être stocké et là, on va stocker nos ingrédients, en fait. Et on va le mélanger avec une fibre polyester. Cette fibre polyester va servir de thermoliant et on va peser le polyester, on va peser les flocons de polyuréthane. Et en fait, c'est là où on va reconstituer une densité. Et le mélange Hmm. entre cette fibre et ces flocons va nous donner un mat. Donc, ce que vous voyez, c'est le mat. Et donc, on a un poids par mètre cube, un poids par mètre carré d'un mat en continu qui va être passé au four. Donc là, ce que vous voyez, là, c'est en fait, la mousse vient de sortir du four. Elle est refroidie. Et là, elle a été compactée et on a mis un. Alors là, c'est pour un client automobile et on nous demande de mettre un film de non tissé dessous pour certaines propriétés. Euh, et, et ça, typiquement, c'est le genre de choses qu'on fait en continu et ça vient du matelas. Et sauf qu'on avait un problème avec ce client, c'est que on produisait, c'était trop gros. Donc, bah, on a équipé nos process d'une étape de recoupe des plaques en deux. Et là, vous voyez, en fait, quand vous voyez quand vous voyez, là, je reviens juste là, quand vous voyez la plaque, euh, on, s- l'agglomération des flocons qu'on va avoir sur l'ensemble de la lèse, on sait piloter, justement, on a assez peu de, enfin, on a le même gramme par mètre carré, en fait, sur l'ensemble de la lèse. Donc, le fait de partir avec un gisement hétérogène, et c'était la question Hmm. de départ, hein, en fait, on va avoir des mousses qui vont être de 20 kilos, de 30 kilos ou de 40 kilos. Nous, on va les broyer et kilo par mètre cube. On raisonne en kilo par mètre cube. Et donc des densités différentes. On va les mélanger ensemble et on va prendre un poids. Et là, on va reconstituer une densité avec ces poids. Donc, si jamais C'est c'est de la que des mots, cuisine. moi, j'ai un frère qui bosse en fabrication de biscuits. Il est venu voir mes installations et m'a dit, mais en fait, on a exactement les mêmes machines. On Oui, met du c'est sûr. chocolat et du coup, oui, on fait de la Et après, recyclage. ça passe au four. Voilà. Et ça passe au four, il y a une petite cuisson avec le petit moelleux et le hacker. Ben, merci pour la vidéo. C'est vrai que ça nous permet de voir un petit peu qu'est-ce qui se passe chez vous. C'est top. Je vois l'heure qui tourne, donc je vais essayer de prendre le maximum de questions pour qu'on réponde au plus grand nombre. Notamment, il y avait des questions sur si j'ai un matelas.
Je le mets où pour être sûr que ça part chez vous? Et une autre question qui rejoint, c'est en fait, est-ce que ça vous paraît pertinent d'aller faire de la collecte ou entre... Mais bon, je pense qu'on a la réponse sur le fait que c'est un peu le rôle de l'éco-organisme d'aller faire de la collecte auprès des particuliers. Mais voilà, si tu avais une bonne pratique à donner en termes de... quand on veut se débarrasser d'un Honnêtement, matelas. pour une fois, je trouve que la filière a été réfléchie dans le bon sens. C'est le geste le plus simple et qui paraît le plus naturel quand vous avez un matelas, c'est d'aller le porter en déchetterie ou le redonner à votre distributeur qui est en échange. Et dans les deux cas, ça arrivera chez moi. Ça arrivera chez moi piloté par l'éco-organisme l'éco-organisme, vu qu'il est au niveau national, il va aller chercher la route, l'équation kilomètre-coût le plus intéressant pour aller se plugger sur le site de démantèlement. Donc si concrètement vous êtes dans le nord, ça arrivera sur mon site du nord. Si vous êtes en quart sud-est, ça arrivera sur mon autre site d'Ardèche. Si vous êtes ailleurs en France, ça arrivera chez un de mes confrères et ça sera très bien. Justement, il y a plusieurs personnes qui font du démantèlement. Il y en a trois, il me semble. C'est ce que tu Ouais, m'avais en dit. fait, il y a 6-7 sites de démantèlement et donc on en a deux et avec ces deux sites, on fait un peu plus de 30% des matelas en fin de vie. Et Par contre, vous on êtes les intervient seuls sur également la en Belgique. Ouais, vous êtes les seuls sur la fabrication de matelas, par contre. C'est ça. Et Hmm. on est sur la partie démantèlement, il y a 6-7 sites. La partie transformation, il y a d'autres acteurs qui fabriquent, qui transforment avec ce genre d'équipement. Je vais citer Métis du Relais. Le Relais va faire un isolant thermique à base de jean avec exactement les mêmes équipements que ce qu'on a en Ardèche et à Angers. Donc, un process Herlé. Donc, concrètement, c'est aussi des confrères, des concurrents, mais nous, notre créneau, c'est vraiment travailler en économie circulaire, de partir de notre gisement. Et le fait de partir de notre gisement, ça répond aussi à la question de tout à l'heure, comment on maîtrise les plages. Le fait d'être sur le gisement matelas exclusivement, je sais que je vais toujours avoir des densités entre 20 et 40 kilos. Je vais pas avoir des densités de 80 kilos, de 12 kilos, etc. Et ça, c'est déjà une première étape de tri. Et c'est pour ça que pour nous, maîtriser cette étape de préparation au recyclage est hyper important. Ok, très bien. Je te demande aussi une autre question qui est un peu d'actualité avec la loi AGEC. Les collectivités sont notamment engagées dans les marchés publics à intégrer des achats circulaires. Est-ce que vous, c'est une cible aussi que vous avez développée, par exemple, d'adresser des produits spécifiques pour la commande publique, les hôpitaux, les EHPAD, les crèches, l'armée, etc. Honnêtement, non. Non, je sais pas. C'est vite des procédures extrêmement longues. Moi, typiquement, l'automobile, c'est eux qui sont venus chercher. On n'est pas hyper encore structuré commercialement pour répondre à des appels d'offres, etc. On avance, on travaille sur nos process, sur nos produits, et c'est vrai qu'on n'a pas forcément de stratégie sur des marchés publics. Moi, je crois beaucoup à faire le produit performant au meilleur prix, et après, le côté incitation publique, je vais le retrouver plutôt d'un point de vue financier avec la BPI qui va financer la R&D, l'ADEME qui va faire un travail là-dessus, mais je travaille moins avec la commande publique, avec les achats Mm. publics. Ok. Euh, il nous reste encore un petit peu de temps pour qu'on écoute un petit peu ta vision en tant que industriel circulaire quelque part, hein. On en reçoit quelques-uns, mais vous n'êtes pas si nombreux que ça. Quelle est ta vision un petit peu pour cette industrialisation de la France à travers ces nouvelles filières? Est-ce que tu te sens soutenu? Est-ce que tu sens que le sujet est pris au sérieux politiquement? Est-ce que voilà, quelle est ta vision là-dessus aussi pour tous les sujets que ça implique, hein, la souveraineté en termes d'approvisionnement matière, etc. Est-ce que on peut avoir ça en mot de la fin, ça serait top. Ok. Je reviens juste la période post-Covid. Il y a eu un grand élan du citoyen, d'une certaine manière, qui s'est emparé de ces questions-là. Les fabricants et les distributeurs n'étaient pas prêts. Et du coup, il y a eu
du coup, il y a eu plein de super initiatives, mais le passage à l'échelle a été difficile. Et parce que pour passer à l'échelle, faut un industriel. Moi, ma vision sur la partie économie circulaire, enfin, déjà, je suis convaincu. Enfin, je suis convaincu que demain, pour le respect de notre planète, pour plein de choses, c'est une intime conviction. D'ailleurs, je l'apporte comment cette conviction? Effectivement, on travaille sur nos gisements, mais la partie environnementale, encore une fois, avec cette histoire du matelas, je vais pas la brandir comme un porte-étendard en permanence. Et ça n'est pas enfin, les gens viennent me voir pour ça, mais en général, en rendez-vous client, je n'en parle pas. Je parle performance produit, je parle prix, je parle comme un produit classique. Et en fait, bah, typiquement, on est certifié ISO 9001. Pour moi, la partie environnementale doit être partie intégrante des process des entreprises. Et ça doit pas être juste, eux, ils sont dans l'économie circulaire. Et en fait, pour moi, je suis dans l'économie. C'est tout. Il faut que notre économie, qui est linéaire aujourd'hui, se tourne vers l'économie circulaire, euh, soit pour des raisons environnementales évidentes, en tout cas pour moi. Mais si elles sont moins évidentes, elles sont évidentes enfin, on le voit bien, en tout cas, c'est un discours qui, qui, qui a de plus en plus de sens et tout le monde s'en rend compte, c'est bah, la souveraineté de nos achats, la souveraineté de nos approvisionnements, d'avoir, quand on a un blocage à Hormuz, bah, le déchet, on l'a toujours, hein, on sait toujours le recycler. Et du coup, la stabilité des prix, on est capable de la garantir. Et ça, on parle. Et là, quand on tient ce discours, on arrive à accrocher tout un paquet d'acheteurs qui jusque-là ne nous regardaient pas forcément. Mm. Donc, je crois beaucoup à non pas l'environnement qui oppose, mais l'environnement qui s'intègre dans les pratiques de l'entreprise à tout niveau. Et aussi regarder l'économie circulaire, pas que du point de vue environnemental, mais également d'un point de vue souveraineté. Et je pense que notre modèle démocratique européen qui aujourd'hui se fait secouer dans tous les sens, a une énorme carte à jouer avec justement ces pratiques d'économie circulaire. Mm. Bah super, merci pour ce mot de la fin, Timothée. Et c'était un plaisir de te recevoir et d'avoir d'avoir levé le voile sur sur tout ce que vous faites chez Seconde Lit. Donc évidemment, vous ne faites pas que des matelas et le nom de Seconde Lit porte beaucoup de sens, comme ça a été dit dans le chat. Merci. Je Vas-y. rajouterais juste un point parce que je me suis rendu compte que je n'ai pas présenté le dernier slide, mais on est également entreprise d'insertion. Donc, on a 10 à 15 de nos salariés qui sont en insertion professionnelle. Euh, Parce que nous, on considérait, enfin déjà, c'était une conviction personnelle dès le démarrage, je voulais que ce projet environnemental, il est aussi un volet social. Avant, il y avait une personne qui creusait un trou et on enfouissait les matelas. Maintenant, moi, j'ai 80 personnes qui vivent grâce à cette activité circulaire où on ne va pas approvisionner aux quatre coins du monde et on a donné de l'activité économique à 80 personnes, ou potentiellement 80 familles qui vivent grâce à nos déchets, d'une certaine manière. Et, euh, et, et ça, ces parcours d'insertion, bah, pour moi, ils sont précieux parce que, en fait, je trouve que ça donne une cohérence à l'ensemble. Donc, même si enfin, on était monté jusqu'à 40% d'effectifs en insertion, et là, on n'arrivait plus à gérer, donc là, on est redescendu entre 10 et 15%. Mais c'est vraiment quelque chose bah, quand on donne une chance, on donne une chance à la matière, mais on essaye de donner une chance aussi à l'humain. Et en général, on est récompensé, même s'il y a quelques difficultés de temps en temps. Non, mais c'est vraiment super et tu incarnes le fait que voilà, l'économie, enfin, on parle pas d'économie circulaire, on parle juste de faire de l'économie en intégrant des valeurs sociales, sociétales et environnementales et c'est le plus fort et c'est
beaucoup de remerciements pour ce témoignage dans le chat. Donc, merci à beaucoup, Timothée, d'avoir été là. Et on souhaite une très belle vie à Seconde Lit. Il y a déjà des gens qui ont envie d'aller acheter un matelas, tu vois. Donc, Ah, c'est super. donc maintenant, tu vas avoir plus d'une quarantaine de nouveaux ambassadeurs de Seconde Lit en France. Voilà. Bon, eh bien, Bon, bonne journée à tous et merci à tous d'avoir été là. merci à toutes vos questions et pour l'intérêt. Merci d'avoir organisé ça, Elsa.